Et si les films 4 Fantastiques du MCU devenaient la prochaine franchise Avengers de l'univers? Ça fait pas mal de temps que je me pose cette question, et ça pourrait être une piste très intéressante pour cet univers qui est décadent depuis pas mal de temps. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce film, déjà le film 4 Fantastiques de 2025, qui aura peut-être une suite, donc qui sera peut-être le début d'une franchise, peut être un bouleversement total pour les films de comic book movies. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi il peut être aussi bon. Troisième chose, pourquoi il peut amener autant de gens en salle. Et troisième chose, je vais vous exposer une de mes théories d'après toutes les infos qu'on a, puisque je vais vous exposer absolument toutes les infos sur le film qu'on a jusqu'à présent qui prouvent en fait que ça va être l'avenir en fait du MCU. Ma petite théorie pour vous dire que je pense que c'est Galactus qui sera introduit dans le film Les 4 Fantastiques comme grand méchant, qui va remplacer Kang en tant que méchant de la multiverse saga. Je vais vous expliquer exactement pourquoi, c'est assez fondé. Mais voilà, je vais absolument tout vous dire sur le film. J'espère que voilà, vous apprendrez un maximum de choses sur le film de 2025 qui arrive dans pas si longtemps que ça. Le tournage n'est dans pas si longtemps que ça, mais on va en parler. Donc revenons d'abord dans un premier temps sur le casting du groupe. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que ça a été bien fait? J'en ai fait une longue vidéo que vous pouvez aller voir si vous avez envie, la précédente vidéo sur le film Les 4 Fantastiques, où je parle de ce casting-là, de pourquoi il est bien et pourquoi il est moins bien par aspect. Mais voilà, donc revenons tranquillement sur les 4 membres. Alors Pedro Pascal, qui lui du coup très connu pour The Mandalorian notamment, pour The Last of Us, je vous l'ai mis là, je vous ai mis pourquoi ils sont connus en dessous de leur casting. Mais voilà, il est très très populaire en ce moment, c'est un acteur qu'on voit absolument partout, et donc il y a une certaine logique à le mettre dedans parce que je sais qu'il voulait des stars. Et ça va avoir son importance justement pour remplacer entre guillemets les Avengers. Donc Pedro Pascal il est là, alors pour ceux qui connaissent les comics, il ne ressemble absolument pas à l'idée, à l'image qu'on se fait de Reed Richards, de Mr. Fantastic, de ce mec très scientifique, grosse tête, très intelligent, plongé dans sa science et qui ne pense finalement qu'à ça et en oublie le reste. Donc oui, il y a moins ce côté-là sur Pedro Pascal, et à la fois avec Johan Gruffud, on avait eu un Mr. Fantastic très ressemblant, donc on a déjà eu une itération qui ressemblait au personnage. Pour autant, les films n'étaient pas incroyables, et là, on va avoir un acteur assez populaire qui va pouvoir ramener des gens en salle, au cinéma, payer leur ticket et peut-être par là même lancer une future grosse franchise. Donc oui, voilà, il y a tout ce côté-là, mais malgré le fait que je trouve qu'il est trop âgé, parce que pour moi, si ça doit être la future franchise d'Avengers, tu prends pas un mec qui a presque 50 ans, d'ailleurs il les a peut-être là, mais voilà, il a aux alentours de 50 ans, c'est pas durable. Moi je pensais qu'ils allaient vouloir avec les 4 Fantastiques faire un truc sur 15 ans, 20 ans de la suite du MCU en fait, la relève des Avengers justement comme je vous l'ai dit, des Original Six avec Iron Man de Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner et Mark Ruffalo, et là on nous donne des acteurs qui sont quand même assez vieillissants. Dans 10 ans ils auront 60 ans, ils commenceront voilà à se faire âger, et donc effectivement ça paraît pas durable. Alors est-ce qu'ils ont prévu justement de faire la relève, on va en parler, mais avec les enfants des 4 Fantastiques, et de faire finalement qu'un seul film sur cette équipe-là, ou est-ce qu'ils ont prévu, je pense qu'ils ont prévu de faire une trilogie à la longue avec ces personnages-là, parce que c'est ce qu'ils méritent, parce que les 4 Fantastiques, c'est une équipe polyvalente et qui a énormément d'ennemis à exposer, énormément de grosses thématiques, c'est une famille plus qu'une équipe, c'est quelque chose de très puissant. Bref, revenons-en aux faits. Vanessa Kirby, qui elle va interpréter Sue Storm, pour moi c'est le meilleur casting des 4, puisque elle colle physiquement à ce qu'on peut s'imaginer de Sue Storm, de Susan Storm, de la femme invisible. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de casting qui passait au-dessus. Alors oui, il y en avait quelques-uns, j'avais évoqué ça dans une vidéo casting, mais qui a un peu vieilli aujourd'hui, puisque aucun des 3 autres membres du groupe n'avait été évoqué dans cette vidéo, on parlait que des rumeurs, et ils n'avaient jamais été rumorisés. D'ailleurs, il y a eu un processus de casting très très long pour ce film, où plein d'acteurs se sont succédés sans jamais accepter le rôle. Je vais pas tous les citer, mais à un moment, dites-vous qu'à un moment, le panel des acteurs c'était Adam Driver en Reed Richards, c'était Margot Robbie en Sue Storm, c'était Paul Mescal en La Torche Humaine, et c'était pour la chose David Diggs. Donc voilà, ça a totalement changé. Mais Vanessa Kirby, pour moi, c'est un élément assez important, actrice charismatique qui a plus rien à prouver, donc voilà, ça c'était très intéressant de ce côté-là. Ensuite, Joseph Quinn, très connu voilà pour Stranger Things, qui, ma foi, n'est pas forcément un acteur exceptionnel selon moi, mais qui voilà, est assez versatile.
Donc il va pouvoir interpréter, je pense, Johnny Storm, surtout qu'on l'a vu récemment, il avait cette coupe blonde assez courte qui pouvait nous faire penser à ce personnage. Je lui fais assez confiance pour interpréter ça. Beaucoup faisaient la critique, il est pas assez beau gosse pour être Johnny, etc. Je suis pas allé chercher là-dedans non plus, à voir comment il va l'interpréter. Je pense que ça peut être assez intéressant, mais je ne suis pas très confiant comme je l'ai dit. Et puis enfin Ebon Moss-Backrack, donc connu pour The Bear notamment, je l'ai vu que là-dedans, donc voilà, je peux pas en dire plus. Même s'il a un petit rôle dans Punisher, mais c'est pas quelque chose d'énorme, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Après voilà, ce sera des CGI, ce sera de la motion capture, donc même si lui ne l'interprète plus, ça va pas changer énormément la chose, c'est le cas de le dire puisque le personnage c'est The Thing, la chose. Bon, je suis assez satisfait au global de ce casting, même on va dire Pedro Pascal pour justement son côté, s'il y a pas d'acteur qui marche en ce moment, comment est-ce que cette franchise peut avoir de l'avenir ? C'est le problème, et à la fois, comme je vous l'ai dit, trop âgé, donc il y a une certaine concomitance, ça c'est pas en corrélation en fait. Mais après moi je parle du film, un instant T, un film, les 4 Fantastiques 2025, on va pas s'attarder sur une trilogie, une franchise qui s'étend plus que ça pour le moment, même si c'est sûrement ce qui va arriver si le film est un succès, et Pedro Pascal va sûrement y contribuer. Donc voilà, c'est pour ça que il y a un sentiment de cause à effet, de causalité. Pedro Pascal, s'il est pas là, qui tu vas mettre? Moi j'avais plébiscité Henry Cavill parce qu'il est libre, il est plus chez DC, et que c'est le mec qui avait la tête de Reed Richards pour le coup, mais c'est plus d'actualité. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de ce casting, n'hésitez pas, mais voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, parlons de l'équipe du film. Le réalisateur, ce sera Matt Shakman, qui a fait un travail formidable sur WandaVision, au niveau de la patte, et de tout ce qu'on peut retrouver dans la série, c'est-à-dire différentes époques à la télévision. Je trouve qu'il a parfaitement fait son job, enfin, c'est parfait, quoi. Et puis, il est très connu pour Philadelphia, la série, que je n'ai pas vue, donc je peux pas m'étendre là-dessus. En tout cas, sur ce qu'il a fait côté Marvel, côté série, c'est un mec qui a fait beaucoup de séries, donc à voir ce qu'il peut donner sur un film, mais sur WandaVision, il a été très performant, très efficace et talentueux. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, les prises de risque étaient nombreuses et les prises de risque étaient payantes. Donc je lui fais confiance, surtout pour ce côté de, c'est un univers particulier. C'est pas un réalisateur, un yes man comme on peut appeler dans le milieu, qui accepte toutes les contraintes du studio, sûrement que c'était le cas, mais il a réussi à donner, à insuffler vraiment un truc unique à cette série, qui fait que on peut espérer la même chose, qui donne un truc unique au film Les 4 Fantastiques, au niveau encore une fois de la réalisation, puisque l'image ne fait pas tout dans un film, il y a aussi le scénario. C'est pourquoi on en vient, alors j'ai mis Josh Friedman en premier parce que ça va être le principal scénariste du film, mais les originaux c'était Jeff Kaplan et Ian Springer, qui avaient été tous deux mis au scénario, qui ont absolument aucune expérience, d'après ce que j'ai vu sur leur fichier MDB. Ils ont fait 2-3 projets, pas forcément très appréciés, même si voilà, ils ont quand même de l'expérience tous les deux. Dans les mêmes films d'ailleurs, ils ont fait tous leurs projets ensemble, mais a priori ils étaient pas totalement satisfaits de leur script Marvel, parce qu'ils ont embauché Josh Friedman, le scénariste entre autres des Avatar, d'un Terminator, enfin lui par contre il a de l'expérience dans le milieu, il a fait plein de films, d'ailleurs plus récemment là celui qui va sortir, c'est-à-dire Kingdom of the Planet Alps, là le spin-off à la trilogie Planète des Singes qui était faite par Gareth Edwards il me semble. Donc voilà, il a de l'expérience, c'est un mec qui sait faire. Donc il est venu après Jeff Kaplan et Ian Springer pour écrire le scénario, et ensuite après ça il y a Eric Pearson, donc scénariste entre autres de Thor Ragnarok, Black Widow, même Thunderbolts, donc il a beaucoup travaillé avec Marvel, qui est venu aussi mettre sa patte. Thor Ragnarok, je suis pas trop pour un film de comédie typique, à part la relation entre Ben et Johnny qui peut avoir cet aspect-là. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Donc pour l'instant je ne vais pas me prononcer sur les scénaristes, parce que c'est vrai qu'Avatar 2 c'est pas non plus un chef-d'œuvre de scénario, c'est surtout visuel que les qualités du film sont présentes, donc le travail de James Cameron et de toutes les technologies qui ont été développées. Au niveau de Thor Ragnarok et Black Widow qui ont été écrits par Eric Pearson, c'est beaucoup autour de l'humour qu'il a réussi, Thor Ragnarok c'était un très bon film d'humour, mais est-ce que ça colle avec les 4 Fantastiques, je ne sais pas. Black Widow en termes d'espionnage c'était pas non plus le Graal, mais c'était sympa on va dire, surtout sur le parti enfance de Black Widow et relation avec les parents, j'ai trouvé ça assez efficace. Donc voilà, il a ses qualités. Jeff Kaplan et Ian Springer, je ne peux pas me prononcer là-dessus puisque je ne les connais pas, je n'ai vu aucun projet qui ont été faits par eux. Donc l'équipe,
je suis plutôt confiant pour Matt Shakman, parce que d'ailleurs originellement c'était John Watts à la réalisation, enfin rendez-vous compte, c'était le réalisateur de Spider-Man qui a une technique plate, qui s'est... Alors oui, il y a cette fameuse scène qui n'a même pas été réalisée par lui, mais par une entreprise indépendante là dans Far From Home, où il y a un superbe plan séquence d'ailleurs avec Spider-Man qui est dans un rêve ou autre, mais voilà, ça c'était très bien fait, mais c'est à peu près tout ce qui a été bien fait dans la trilogie au niveau des... Surtout, encore je le répète, les prises de risque d'un réalisateur. C'est ce qui fait tout le charme du film, parce que sinon on a l'impression de voir le même film à chaque fois. C'est vrai, comme Coming, Far From Home, No Way Home, la patte elle est pas... Enfin je veux dire, il y avait des potentiels de plans formidables, iconiques et tout ce qui s'ensuit, et au final c'est moins bon que ce qu'a fait Webb, c'est moins bon que ce qu'a fait Raimi. J'étais bien content quand il a été écarté du projet, je crois que c'est même lui-même qui est parti pour s'occuper d'un Star Wars ou quelque chose comme ça, et c'est Matt Shakman qu'ils ont mis à la réal parce qu'il a fait ses preuves avec WandaVision. Ça c'était vraiment une bonne nouvelle à l'époque. John Watts, en plus, il y avait des rumeurs comme quoi Matt Shakman avait quitté le projet. En fait, il est resté. Ces rumeurs étaient sûrement infondées, ou alors vraiment il a quitté, mais ils ont insisté pour qu'il reste dans le bateau. En tout cas, c'est un réalisateur qui est passionné par les comics des 4 Fantastiques, qui en parle avec les étoiles dans les yeux, donc on peut lui faire confiance, je pense, sur pas mal de choses pour ce film-là. Donc voilà, c'est l'équipe. Ce que j'ai noté aussi d'assez intéressant, c'est que la costumière du film, ce sera Alexandra Byrne, qui a notamment reçu un Oscar. Il s'est occupé des costumes souvent d'ailleurs dans le MCU, mais de Avengers, de Thor, de l'ère d'Ultron, des Gardiens de la Galaxie, de Doctor Strange, et même plus récemment, bon, de The Flash, qui était pas du tout un bon film, hein, ne nous mentons pas entre nous, même si je ne l'ai pas vu, donc je ne peux même pas me prononcer dessus, mais d'après les retours en tout cas, mais c'est elle qui se chargera des costumes, donc on peut en penser ce qu'on veut. Moi j'ai beaucoup aimé les costumes des Avengers, alors je sais que ça pouvait paraître assez faux, pas réaliste, parce que les costumes sont assez marqués, mais c'est ce qui a fait toute l'iconisation du film, et tout ce qui a fait que le film est devenu culte et a lancé une série de films Avengers qui est devenue une franchise populaire et une franchise qui a tapé des scores que jamais au cinéma on avait fait. C'est une personne qui sait créer des costumes qui nous restent en mémoire, et ça c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, donc je voulais juste parler d'elle parce qu'elle sera aussi importante dans le film. J'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur une citation de Matt Shakman qui l'a donc déclaré, c'est une déclaration plus en fin 2023, et qui moi m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit ça y est, ils ont compris Marvel, ils vont faire un truc différent, ils vont changer, bouleverser les codes, ce qui va faire que ce sera un film génial, plus que jamais d'ailleurs. Et voilà ce qu'il a dit. Ce sera unique à bien des égards. J'aimerais pouvoir être plus précis, j'aimerais pouvoir en dire plus. Nous travaillons les choses très différemment du point de vue de l'histoire et de la réalisation. Les choses très différemment, et c'est ce qu'on veut, comme je l'ai dit, dans une époque où tout est cahier des charges et tout se ressemble, et surtout dans les comic book movies, côté DC, côté Marvel, on essaye de se ressembler avec de l'humour, toujours les mêmes personnages qu'on retrouve, toujours les mêmes arcs, les mêmes intrigues, voilà, les mêmes antagonistes, les mêmes motivations, les mêmes origin story. Là, il a dit que c'est très différent dans l'approche, que ce soit de l'histoire ou de la réalisation. Donc là on peut lui faire confiance. Il dit que c'est très différent alors que le mec a déjà fait quelque chose de très différent avec WandaVision. Ça me met en confiance de savoir ça. Ensuite il enchaîne, il dit que ça correspond vraiment au matériel d'origine. Et alors là par contre c'est bien, encore une fois, un mec passionné par ce qu'il va faire, qui a lu, et ça c'est très important, et qui sait l'emblème que représentent ces personnages. Et quand on voit que Taika Waititi, qui a totalement flingué la franchise Thor, même si j'aime bien Ragnarok encore une fois, mais j'avais pas envie que Ragnarok devienne Thor, c'est ça le problème en fait, mais il a pas lu de comics, et il a déclaré il y a pas longtemps qu'il avait lu un comics Thor, et tu m'étonnes qu'il a saccagé l'arc, le tueur de Dieu, parce qu'il n'a rien lu, parce qu'il ne connaît pas le personnage de Thor, qu'il ne connaît pas l'essence même du personnage. Matt Shakman a l'air de s'y connaître lui, et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, et il a dit j'aimerais tellement dire plus, voilà, bon bref, et il ne peut pas le faire, mais il dit que ça ne ressemblera à rien de ce qu'on a vu auparavant, et certainement pas chez Marvel. Ça veut dire qu'ils ont penser le film de manière différente, et rien que penser le film de manière différente. Ils ont dit qu'ils avaient bossé sur la conception d'un univers, ils avaient testé des nouvelles caméras, des choses comme ça, mais je me dis mais c'est ça qu'il faut faire depuis le début. En fait maintenant que vous avez fait votre saga, il faut tenter des choses. Oui, ils ont tenté Eternals, oui ils ont tenté Shang-Chi, qui pour moi au niveau surtout du scénario ont des problèmes, mais ils n'ont jamais tenté vraiment quelque chose de radicalement différent dans l'approche cinématographique. Oui, Eternals c'est beau, oui Shang-Chi c'est beau, mais ça ne révolutionne rien. Il y a des films auxquels on peut les rapprocher au niveau de la patte, au niveau de la cinématographie, au niveau de la photographie, tout ça
On peut les rapprocher à d'autres films, on peut faire des croisements de films. Le but, c'est d'aller chercher quelque chose de totalement différent qu'on n'a jamais vu dans le genre. Un peu à l'image de ce qu'on avait côté Joker, par exemple. Mais c'est là où je me dis véritablement qu'on va avoir un film qui est le meilleur film de Marvel. Parce que aucun film, si vous y réfléchissez bien, ne sort du lot dans les comic book movies. Oui, il y en a certains qui sont beaucoup plus films d'auteur, qui ont beaucoup plus d'intelligence de scénario, beaucoup plus d'intelligence parfois de réalisation, beaucoup plus de personnages très bien développés. Mais est-ce qu'il y a vraiment un film, par évidemment Across the Spider-Verse, qui lui véritablement a bouleversé les codes, est devenu pour moi un des meilleurs films d'animation qui n'ont jamais été faits, parce que on nous propose quelque chose de... On a pensé littéralement le film pour être un bon film, pour être un film qui est différent et vraiment une approche artistique, en plus d'être appuyé par un scénario très solide. Mais on se base sur un scénario et derrière, à l'image, on te montre quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est pour ça qu'ils vont autant plus au Across the Spider-Verse. Si c'était la 1000e fois qu'on le faisait, peut-être que ce serait un peu lassant. Mais là, on a eu 2 fois ça, et encore plus poussé aux extrêmes dans le Across the Spider-Verse. Et donc c'est là que ça a plu. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent de l'ordinaire. Dans, en tout cas, l'univers cinématographique Marvel, c'est souvent la même réal, la même envie, les mêmes idées, les mêmes cahiers des charges, qui fait qu'on s'en sort pas. C'est pour ça qu'il y a une super-héros fatigue. C'est expliqué par ça, et je le répéterai jamais assez. Donc voir un film où ils ont véritablement décidé que ce serait différent déjà au début du développement, au développé déjà avec le réalisateur. Quand je vois qu'un Spider-Man 4, ils vont tourner en septembre et ils n'ont pas de réalisateur, je me dis mais tu fais pas comme ça, c'est pas comme ça que tu fais un film. Tu fais pas un film en prenant le réalisateur juste avant le tournage. Tu le bosses avec le réalisateur, tu impliques le réalisateur dans la conception du scénario d'abord, et ensuite tu bosses avec lui comment adapter le meilleur. Alors que du côté de Sony, on te donne un scénario qui est souvent pas ouf, et on te le fait mettre au cinéma de manière presque IA, c'est-à-dire que l'IA a déjà généré comment on pouvait filmer telle scène, et c'est pas un humain qui est derrière la caméra. Non mais John Watts est sûrement derrière la caméra, mais est-ce qui dit que en fait tous les plans n'ont pas été déjà prédéfinis par Sony à l'avance? Qui dit qu'en fait on lui dit pas juste d'être derrière la caméra comme moi on me demanderait d'être derrière une caméra? C'est ça que je dis. Et là, ils ont véritablement développé le film avec Matt Shakman. Matt Shakman a eu la possibilité aussi de choisir son casting en partie, en tout cas de rencontrer des acteurs. Donc ça, on avait vraiment eu cette confirmation-là. Et ça, c'est intéressant, de bosser le film avec le réal, de bosser le film avec le réal différemment. Kevin Feige, il a peut-être enfin compris, par exemple, ce qui avait embrayé Quantumania, c'était essayer de faire un film différent, mais en fait, dans la réalisation, dans l'idée, dans tout ce qui est mis en scène, c'est plat, en fait. Malgré le fait qu'il y a plein d'idées au niveau de la conception, des artistes VFX qui se sont pas mal donnés, même si le rendu final du film est pas tout le temps très beau, hein, on va pas se mentir. Le scénario était faible, le rendu à l'image était moche, il n'y avait pas de temps pour les artistes VFX justement de bosser, il n'y avait pas de temps pour les acteurs de s'imprégner dans le personnage, ce qui faisait que voilà, un Scott Lang, il est jamais profond quoi, et donc l'écriture des personnages c'est ce qui est le plus important, et surtout dans les 4 Fantastiques, comme je vous l'ai dit, cette famille, c'est justement le fait que elle soit justement une famille qui fait qu'elle est intéressante, et donc une famille, c'est quoi? C'est des conflits, c'est des amitiés, c'est des moments de partage, c'est tout ça. Donc évidemment, on peut pas résumer un film comme les Ant-Man et la Guêpe Quantumania à on va dans le monde quantique, on sort du monde quantique. C'est comme ça qu'ils l'ont développé, c'est obligé. Avec on dit on va mettre Kang, comme ça va intéresser les gens, ça n'a pas intéressé les gens. En plus l'acteur Jonathan Majors a été viré derrière. Donc faut vraiment penser les choses à l'envers que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce qu'ils pensaient déjà les choses à l'envers. Et là il faut en les mettant à l'envers par rapport à l'envers, ils vont dans le bon sens en faisant ça. Ensuite, quelques petites infos importantes autour du film. Il va être filmé en IMAX. Donc, au CinemaCon, il a été confirmé que le film va être entièrement tourné en IMAX, comme Thunderbolts. Donc c'est déjà une avancée. On va tourner pour le cinéma, pour le vrai cinéma. C'est peut-être, encore une fois, un pas vers faire du cinéma un peu plus auteur, plutôt que d'aller chercher un blockbuster. Alors évidemment, restera des blockbusters, mais un blockbuster bon, comme l'était par exemple, en tout cas comme les considérait Mad Max Fury Road, Dune 2, des films qui sont vraiment pensés comme des blockbusters qui en mettent plein les yeux aux gens, tout en ayant un scénario qui est intéressant, en tout cas sur le papier. Et le tournage, ce sera cet été à partir d'août, donc le film devrait toujours sortir en juillet 2025 l'année prochaine.
et le film devrait se passer dans un autre univers que celui du MCU. Parce qu'effectivement, sinon comment est-ce que les gens n'ont pas entendu parler des 4 Fantastiques dans le MCU qu'on connaît. Donc en plus du fait que voilà, un autre univers, ça amène plein de choses assez intéressantes, parce que on n'a pas ce cahier des charges de coller au reste de l'univers. On n'a pas cette contrainte, toutes ces contraintes qui fait que ça va créer des incohérences. D'ailleurs, ils en créent quand même malgré tout ça, mais c'est compliqué avec le multivers. Le multivers, ça crée que des incohérences. Mais avec un autre univers, il peut faire une histoire totalement indépendante qui n'aura aucun impact sur le reste du MCU. C'est ça, encore une fois, qui va faire la différence avec le film. Ensuite, il va se passer dans les années 60, ce qui va pouvoir amener une touche particulièrement unique et singulière, comme on le voit par exemple sur l'image qui a été dévoilée ici. On voit qu'ils ont une touche, donc c'est la première image officielle qui a été dévoilée à la Saint-Valentin pour célébrer l'amour, comme les familles, comme ce qu'il y a dans les 4 Fantastiques entre Reed et Sue, mais l'amour, c'est à peu près universel. Et on avait plein d'indices, déjà ce cadre en fond qui reprenait littéralement cette photo-là de 1969 de Neil Armstrong. À la place, on a mis Ben Grimm qui sera sûrement astronaute, comme sûrement le reste de l'équipe d'ailleurs. En tout cas non, mais les scientifiques, ce sera Sue et Reed, lui ce sera l'astronaute, et puis Johnny ce sera le petit qui vient et qui s'incruste. Et puis le life de décembre 63, donc ce sera vraiment dans les années 60. Est-ce que ce film se passerait pas sur plusieurs années, je me dis. Là on a 69-63, est-ce qu'on commencerait pas l'histoire à un instant T et on le finirait à un instant bien plus tard, genre un film qui se passe sur des années. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans ce qu'on va évoquer au niveau des théories. Ensuite, le style rétro-futuriste qu'on va retrouver dans ce film-là. On le voit, là c'est la deuxième image officielle du film, en tout cas le concept art qui a été fait à l'occasion du 4 avril 4/04 2024, donc oui, ils ont voulu marquer le coup et ils ont dévoilé des choses dont on parlera plus en détail. Mais clairement, on voit en fond une ville, et cette ville, ça fait très rétro-futuriste. Un peu le style pop des années 60, la Andy Warhol, toutes ces histoires-là. Est-ce qu'on serait pas dans un film, ce que je me posais comme question, mi-animation, mi-live action, ce qui ferait qu'il y aurait vraiment une patte tellement nouvelle à ce film, comme les images officielles qu'on a, ça faudrait dire que le film va être pensé différemment, avec une nouvelle technologie, avec une nouvelle manière de voir les choses, avec un style totalement différent, rétro-futuriste, avec, comme on l'a dans les rumeurs, le monde qui serait inspiré de la conquête spatiale, puisque c'est un autre monde, donc voilà, les possibilités rentrent en jeu, les probabilités, ce qui fait que on peut partir dans un monde qui est conçu totalement différemment comme on le voit ici. D'ailleurs, la volonté serait de coller au matériel d'origine, c'est ça l'important véritablement. Le méchant, ça serait Galactus, on va y revenir plus en détail. Mais voilà, ce serait le principal antagoniste. Alors il y a plusieurs acteurs qui avaient été rencontrés, ils cherchent des hommes latinos a priori, puisque voilà, Javier Bardem avait d'abord été perçu dans le rôle, mais il y avait avant lui Antonio Banderas, enfin les deux ont été en pourparlers. On sait pas ce qu'il en advient, il cherche toujours un acteur, mais il serait pas totalement hors de propos Javier Bardem, d'après les dernières rumeurs, mais bref, ce serait Galactus, le méchant du film, qui est le big boss des méchants de l'univers Marvel. Clairement, là on voit que l'ambition c'est de montrer le plus grand vilain des comics de tous les temps, quoi. C'est littéralement le plus fort qu'on peut retrouver dans les comics à travers les âges. Donc on voit encore l'ambition du film qui va aller chercher un méchant différent, un style différent, une réalisation différente, une approche différente, un casting peut-être avec des acteurs, peut-être plus de films un peu sérieux, plus que des Paul Rudd, mais par exemple des David Harbour, des choses comme ça qui sont dans des films souvent moins sérieux, plus d'action, voilà, plus d'humour, et donc là voilà, on va chercher un casting différent, donc c'est intéressant. Ensuite, Franklin Richards sera là. Donc dans les deux autres itérations, la version nulle de 2015, la version de 2005, d'ailleurs ce sera 2005, 2015, 2025, ce qui est une prédiction du destin, on le dira. Donc 10 ans après la dernière adaptation qui était totalement foireuse avec notamment Miles Taylor, Michael B. Jordan, mais toute l'histoire a été tirée par les cheveux. Celle de 2005 était aussi un peu moyenne, mais c'était pas mal non plus.
Mais là, Franklin sera là, les enfants de Reed Richards et Sue Storm seront là, surtout Franklin qui aura un rôle assez important, et Valeria qui devrait aussi apparaître, et selon les rumeurs, Sue Storm serait déjà enceinte au début du film, ce qui créerait encore ce rapprochement entre le spectateur et le héros. Parce que souvent dans Marvel, dans le MCU, les spectateurs sont assez éloignés au final des personnages qu'on voit à l'écran. Que ce soit Batman ou Iron Man, donc c'est pas Marvel Batman évidemment, mais c'est comic book movies, c'est la même chose, mais Batman ou Iron Man ou même Doctor Strange, des riches qui ont un ego poussé à l'extrême et qui sont remis en question, on est assez loin de ces gens-là. On est assez loin d'un Captain America qui a vécu les années 40 et qui se réveille dans un monde qu'il connaît pas. On est assez loin d'un Thor qui est un dieu, on est assez loin d'un Hulk qui est un scientifique et qu'on ne réfléchit pas comme lui, et scientifiques, il y en a beaucoup dans le MCU. On n'est pas une grosse tête, nous. On est des gens normaux. Alors oui, Reed Richards est une grosse tête. Oui, Sue Storm est une grosse tête. Oui, mais on a aussi Johnny Storm, qui est un adolescent un peu plus lambda, on va dire, et Ben Grimm, qui est un homme un peu pareil, un petit peu normal. Alors oui, c'est un astronaute, mais quand il n'est pas dans ses fonctions, enfin c'est pas vraiment un astronaute d'ailleurs dans les comics, mais dans le film, s'il est astronaute, lorsqu'il n'est pas dans ses fonctions, c'est un homme, ce qu'il y a de plus normal. Il voulait d'ailleurs un acteur d'origine juive pour respecter le personnage qui dans les comics est juif. Ça peut avoir une certaine incidence aussi sur le développement du personnage. Reed Richards qui est un père. Quand on fait rentrer des enfants dans l'équation, ce qui est très rare d'ailleurs, vous le remarquerez dans les comic book movies, il y a toujours un attachement supplémentaire à le personnage parce qu'il a des responsabilités autres. Dans le MCU, il n'y a aucun personnage qui est parent. Enfin, si, il y a Scott Lang qui a sa fille et machin, mais leur relation est finalement un peu cliché. Il n'y a pas de conflit, c'est pur amour, c'est pure joie, c'est pur machin, mais c'est pas ça vraiment une relation, c'est pas comme ça qu'on la développe. Oui, dans Eternals, Phastos a un enfant, mais c'est clairement un personnage secondaire, ne nous mentons pas. Et puis dans le reste du MCU, il y a Tony Stark qui a sa fille, qui est d'ailleurs plutôt pas mal, mais on le voit bien, dès qu'il a un enfant, il y a un attachement supplémentaire envers lui. Parce qu'on a tous soit eu un enfant, soit été l'enfant d'un parent, donc si on est parent nous-mêmes d'un enfant, on va s'attacher aux parents qu'on voit devant nous. Si on est un enfant, on va être attaché à ce personnage comme un peu une figure paternelle ou maternaliste ou tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est un gage de qualité supplémentaire, si c'est bien écrit encore une fois, de mettre des personnages avec des fonctions assez communes à tout le monde. Et comme on n'a jamais eu ça non plus dans le MCU, un film où vraiment ce lien familial est purement... Comme je disais qu'ils sont normaux les 4 Fantastiques, c'est qu'avant, et c'était la volonté de Stan Lee, avant qu'ils deviennent super-héros, c'est des gens de lambda comme n'importe qui peut l'être. C'est des gens qui, sont pas forcément très différents d'un citoyen normal. C'est pour ça que le spectateur attaché aux 4 Fantastiques, d'ailleurs, c'est pour ça que les 4 Fantastiques ont véritablement lancé les comics Marvel dans les années 60, alors que la boîte Timely, elle est fermée, ils sont renouvelés Marvel pour justement l'occasion. Et c'est les 4 Fantastiques auxquels on doit le MCU aujourd'hui, parce que sans le succès des 4 Fantastiques, Stan Lee se serait barré et la boîte aurait fermé, donc jamais il y aurait Spider-Man, jamais il y aurait Hulk, jamais il y aurait eu Thor adapté comme ça, il y a jamais eu Captain America adapté comme ça, il y aurait pas eu Iron Man, il y aurait pas eu les Avengers, il y aurait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le MCU, donc tout ça on le doit au succès des 4 Fantastiques dans les années 60. Et pourquoi à l'époque ça avait marché? Parce que c'était une famille comme n'importe quelle famille américaine pouvait se retrouver, et c'est les enfants généralement qui lisaient ce genre de choses, et les enfants, ils adoraient voir une famille parce que ça les faisait penser à eux-mêmes. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que ça marche, les 4 Fantastiques. Et si on veut retrouver cet aspect-là, Franklin va entrer en jeu. Il aura un lien avec Galactus dans le film. Il aura un lien avec le Dévoreur de planètes. Je vais vous l'expliquer plus tard dans ma théorie parce que ça explique la suite du MCU, selon moi, là où va Marvel Studios. Enfin voilà, Franklin et Valeria seront là. Le Silver Surfer sera dans le film. Alors, Norrin Rath y sera, a priori, d'après les dernières informations, mais ce ne sera pas lui dans ce film-là, ce sera Shalla-Bal qui, dans les comics, ça a bien aimé sur sa terre pour laquelle il se sacrifie et devient le héros de Galactus. Là, ce ne sera pas lui le héros de Galactus, mais bien Shalla-Bal qui sera le héros de Galactus, et lui sera un habitant lambda, on va dire, de sa planète. Je pense que ce sera ça. Moi, j'étais pas pour qu'il y ait Shalla-Bal, mais pas Norrin. Si Norrin Rath devient plus tard le héros de Galactus, ça ne me pose absolument aucun problème si c'est bien fait, encore une fois.
Et à l'occasion justement du 4 avril, ils ont partagé un lien dans lequel on va retrouver 4 comics, donc 5 comics pardon, auxquels ils ont offert l'accès si on flash le QR code, enfin bref, du coup on peut avoir droit à ces 5 comics là que j'avais déjà lus, donc j'ai pas eu besoin de les lire, mais je vais vous en faire un résumé parce qu'ils ont dit qu'il fallait les lire pour se préparer au film, comme s'il allait y avoir un lien entre les comics qu'ils nous montrent là et le film. Et on sait qu'ils ont la volonté de coller à l'œuvre originale, donc forcément il va y avoir un impact grand ou pas, mais en tout cas un certain impact sur l'œuvre qu'ils vont produire. Donc d'abord, ça sera inspiré du tout premier comics 4 Fantastiques, qu'on retrouve dans ce livre-là, par exemple, l'intégrale des 4 Fantastiques. Donc c'est le tout premier qui est sorti en 61 et qui a créé le succès de Marvel sur le long terme. Et donc cette histoire, elle raconte quoi? Eh bien, je vous ai mis le résumé, on découvre l'origine des 4 Fantastiques, donc ils ont été exposés à des rayons cosmiques quand ils allaient dans l'espace pour une mission, pareil de course à l'espace, où ils devaient arriver avant l'URSS, c'est ce contexte-là, historique. Une fois qu'ils sont dans l'espace, il y a ces rayons cosmiques qui leur confèrent des pouvoirs, ils retombent sur Terre, sur une île qui s'appelle l'île aux monstres, où il y a l'homme taupe qui règne en maître et qui, voilà, essaye de les tuer, hein, globalement, et ils vont arrêter l'homme taupe et, voilà, le mettre en cage. Donc c'est le premier ennemi des 4 Fantastiques. Est-ce qu'il sera dans le film? Ça, j'en sais rien, ça je peux pas le dire, mais je sais que s'il sera dans le film, à mon avis, ce ne sera pas un grand méchant, ce sera un petit méchant de passage, une petite péripétie dans l'histoire, mais sans plus. Ensuite, il y a ce comics numéro 48, qu'on retrouve donc dans l'intégrale de 1966 qui est ici, voilà, comme d'ailleurs les 3 prochains comics qu'on va aborder, donc c'est la même histoire. En gros, les 4 Fantastiques, ils viennent de combattre, donc il me semble que c'est Maximus le Fou, enfin bref, ils reviennent dans leur quartier, et là, le gardien les alpague et leur prévient de l'arrivée de Galactus. En fait, il aurait caché la Terre à Galactus, en tout cas à son héros, le surfeur d'argent, pendant des années, mais là, il n'a pas réussi, et le surfeur va arriver, et va convoquer son maître. C'est ce qui va se passer. Le comics d'après, Galactus arrive et souhaite dévorer la Terre. Galactus, pour ceux qui connaissent pas, c'est une entité du multivers. Enfin, c'est une entité, il est pas du multivers, hein, mais c'est une entité surpuissante, l'un des êtres les plus puissants qui, pour satisfaire sa faim, doit absorber l'énergie de toute une planète, et donc il est toujours à vouloir rassasier sa faim, et le surfeur va chercher des planètes pour lui, c'est pour ça qu'il est embauché, parce que il est devenu le surfeur, parce que Galactus était venu vers sa planète, et il avait prié Galactus de les épargner en échange de devenir son héros, c'est-à-dire de lui trouver ses planètes, au lieu que Galactus passe son temps à les chercher, et il prévient Galactus quand il y a suffisamment de vie sur la planète, et il vient. D'ailleurs, ça peut faire penser à Eternals, hein, cette histoire. Peut-être que Galactus sera présenté comme justement un céleste, à voir. Mais donc il arrive, et alors qu'il est en train d'arriver, le surfeur va rencontrer Alicia Masters, la petite copine de Ben Grimm, et elle va le convaincre de sauver la planète, parce que l'espèce humaine mérite de vivre. Elle fait un speech en disant que oui, les humains ont des torts, des fois ils sont terribles, mais ils ont énormément de qualités, ils sont des humains, donc évidemment ils ont... elle explique au surfeur d'argent toutes les peines de l'humanité, toutes les réussites de l'humanité, et il va prendre conscience qu'il veut plus, en fait, créer de génocide comme il l'a fait, et donc il va se révolter contre Galactus. Il essaye de le combattre dans le comics suivant, qui était aussi donné dans ce lien-là qu'a donné Marvel Studios, Marvel, en tout cas Marvel Company, Marvel Entertainment, pour se préparer au film, qui est le dernier comics de cette série-là, et donc c'est le numéro 50, et le surfeur qui est en train d'affronter Galactus mais en train de perdre, Johnny, qui avait été envoyé dans l'espace par le gardien en mission chercher un artefact ultra puissant qui s'appelle l'Ultimate Nullifier, l'arme la plus puissante de l'univers, pour justement faire peur à Galactus et le faire fuir, et du coup Galactus accepte de partir, mais il condamne le surfeur d'argent sur Terre. Voilà. Donc ça, c'est les 4 premiers comics qu'on a, et il y en a un dernier, et qui va vraiment m'intéresser pour le coup, pour vous raconter un peu qu'est-ce que pourrait raconter le film, justement. Et bien, dans le contexte de la course à l'espace, Reed Richards est mis à la tête d'une mission pour aller dans l'espace. C'est un peu un approfondissement du premier comics 4 Fantastiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais avant que son projet ne soit annulé par le gouvernement, parce qu'il est coûteux, ça fait des années, et il n'a pas de rendement, et bien Reed a décidé, il était presque au but, il dit, j'ai réussi, sauf qu'on veut annuler ma mission, et voilà, donc c'est terrible, et ils veulent supprimer tout ce que j'ai fait pour pas justement donner d'indices à l'URSS, et voilà, donc ça, c'est cette partie-là vraiment est ultra intéressante, c'est la partie d'ailleurs la plus intéressante de tout cet arc life story, où en fait, justement j'y viens, mais ils vont du coup partir avec donc Ben, qui est son pilote, le pilote de son vaisseau pour aller dans l'espace, Sue qui l'accompagne parce que c'est sa partenaire scientifique, et Johnny qui insiste pour venir parce qu'il était dans le coin.
ils vont dans l'espace, ils ont ces fameux rayons cosmiques, sauf que Reed a une vision, il voit Galactus, et Galactus qui arrive. Il voit vraiment Galactus, et il se dit mais Galactus va arriver, il sent sa puissance, et il se dit mais on va se faire défoncer par ce mec, on va se faire défoncer par cette entité, et donc revenu sur Terre, il va prévenir le gouvernement, il va prévenir tout autour de lui que Galactus, il arrive, il est pas loin, qu'il faut s'en méfier, qu'il est là, et en fait il va essayer de développer des technologies, une arme assez puissante pour vaincre Galactus. Pendant des années, pendant plusieurs dizaines d'années, il va se préparer à l'arrivée de Galactus. Tout le monde le pense fou, tout le monde pense qu'il est devenu totalement timbré à se préparer à ce que Galactus arrive, tout le monde pense que c'est faux, que Galactus n'existe pas, ou alors que ce sera vain, et en fait, il avait raison, et au final, ils arrivent à vaincre Galactus. Voilà. Et c'est là que ma théorie rentre en jeu avec tout ce qui a été dit ici. D'après tous les comics qu'on a vus, l'intrigue des 4 Fantastiques de 2025, elle est claire, elle est simple, elle est précise et elle est incroyable. C'est exactement le condensé de tout ce que je vous ai dit. Donc ma théorie est simple, efficace, et je pense que c'est ça qui peut potentiellement se passer, que je développerai dans une grosse théorie après Deadpool 3 sur tout l'avenir du MCU dans ces prochaines années, mais restez connectés. Mais là, je vais vous parler vraiment des 4 Fantastiques. Ils sont des scientifiques, enfin les 4 Fantastiques qui ne sont pas originellement les 4 Fantastiques, mais Reed Richards et Sue Storm sont à la tête d'un groupe de scientifiques qui mènent une mission pour aller dans l'espace avant les Russes au début des années 60. Pareil, le gouvernement veut stopper leur activité parce que ça coûte cher et que voilà, ça ne marche pas, sauf que ils étaient sur la fin et ils voulaient absolument aller dans l'espace. Donc ils vont le faire, il va appeler son pote qui est Ben Grimm pour piloter le vaisseau. Johnny, pareil, qui était dans le coin, va vouloir venir, ils vont aller dans l'espace. Et ils vont, surtout je pense, la mission ce sera aller sur la Lune en fait. Le but c'est aller sur la Lune. Donc ils vont sur la Lune, ils atterrissent sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, et qu'est-ce qu'il y a sur la face cachée de la Lune? Le gardien les attend. Et le Watcher qu'on a vu dans la série What If de Marvel Studios, qui leur dit que Galactus il va pas tarder à arriver. Que Galactus c'est une entité multiverselle qui va pouvoir détruire, dévorer l'univers entier par la Terre elle-même. Ça va mener au fait que les Fantastiques, une fois rentrés, alors qu'ils se sont pris de ces fameux rayons cosmiques et transformés, ils vont mettre à l'exécution leur plan pour arrêter Galactus. Donc ils vont travailler ensemble pendant des années, ils vont se séparer, il va y avoir plein de problèmes, mais pendant des années, ils vont se préparer à l'arrivée imminente de Galactus. Après avoir préparé l'arrivée de Galactus, le héros arrive enfin après 10 ans ou 20 ans, le héros de Galactus débarque et les prévient de l'arrivée imminente du dévoreur de planètes. Là, ils vont devoir l'affronter. Sauf que ça ne marche pas, qu'il n'arrive pas à le stopper, il est trop fort, il est en train de dévorer l'univers quoi, carrément. Reed Richards et Sue Storm, je sais pas qui d'autre peut être avec elle, mais Herbie par exemple, le robot des 4 Fantastiques, se prépare à partir, quitter littéralement l'univers à l'aide d'une technologie qu'ils ont développée au cas où ça se passe mal, au cas où ça dégénère et qu'ils ne gagnent pas. Et pour ce faire, pour faire ces recherches et assurer l'avenir de l'humanité, c'est le cas de le dire, ils ont créé sûrement la Future Foundation, parce que ça a aussi été teasé par Marvel Studios dans le lien qu'ils ont partagé à l'occasion du 4 avril. Donc cette Future Foundation, elle essaye de développer des technologies afin de contrer Galactus, mais aussi développer une technologie au cas où de s'évader, de s'échapper de cette terre-là si elle est dévorée par Galactus, cet univers entier, et d'aller en chercher un autre. Dans ce cas précis, ils quittent l'univers lui-même et ils se rendent dans l'univers du MCU. Ou alors ils se rendent au TVA ou n'importe où, mais voilà, ils quittent leur univers et la fin, c'est littéralement Galactus qui dévore la planète. Voilà, ce serait ça. J'ai une autre théorie qui peut aller un peu avec, c'est que donc Doctor Doom, qui aurait donc entendu parler de ça, lui de son côté a préparé de quoi partir, ils en ont entendu parler, ils vont avec lui et ils partent avec lui en passager clandestin de cet univers-là. Pourquoi pas? Et pourquoi Galactus serait devenu l'ennemi de cette multiverse saga? Parce qu'en fait dans les comics, Galactus c'est un peu l'être choisi par l'incarnation du multivers pour accumuler de l'énergie en tuant des planètes, en les dévorant, et d'avoir suffisamment d'énergie pour recréer un nouveau multivers, donner vie à un nouveau multivers après la mort du multivers actuel. Et dans les comics, ça se fait, c'est-à-dire qu'il a réussi à accumuler suffisamment d'énergie pour recréer un nouveau multivers, et il confie la tâche à Franklin Richards de s'occuper de la tâche qu'il avait jusqu'à présent pour recréer plus tard, à la fin du multivers, nouveau multivers, recréer
le multivers. Donc c'est-à-dire, ce serait le passeur, Galactus qui était lui-même passeur de toute cette énergie, et Franklin qui va lui s'occuper de la nouvelle itération du multivers qui va remplacer Galactus. Bah littéralement, Avengers est déjà tout tracé. Les Kang sont devenus des personnages secondaires, et en fait ils détruisent les réalités que Galactus est censé dévorer pour ne pas que le multivers meure et qu'il n'y ait plus rien derrière. Galactus va alors demander aux héros de Terre 616 de tuer les Kang pour sauver le multivers, et c'est ce qui va se passer, tuer les Kang et tuer les Strange. Il peut y avoir cet aspect-là, il peut y avoir plein d'aspects, mais les Kang en fait ce sera juste une menace de destruction du multivers qui fait que Galactus va plus pouvoir rien manger et il n'y aura pas de multivers après le multivers. Et un gars comme le Kang qu'on a vu, ou Fatalis ou je ne sais quoi, lui de son côté voit une solution pour créer un univers, malgré tout sauver l'univers à la fin. Et pourquoi je pense que c'est le prochain Avengers ? Parce que pour moi, les Avengers, c'est pas durable après Secret Wars, on en aura marre, c'est fini. En plus, ils auront atteint le maximum de caméos, de choses, d'épiques qu'on pourra avoir s'ils y arrivent. Qu'est-ce qui peut arriver après ? Une franchise peut-être plus qualitative sur le papier, les 4 Fantastiques. Donc voilà pourquoi je pense que c'est l'avenir du MCU et les prochains Avengers au final. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous en supplie, likez et abonnez-vous, ça fait monter la vidéo dans l'algorithme. Et ça c'est hyper important. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.